Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en sortant du travail dans votre voiture ou bien juste après en replay vidéo sur Maritima TV, maritima.fr ou sur la chaîne YouTube Maritima Média. Fin de saison heureuse pour les Marseillais avec une qualification pour la Ligue des Champions et pas encore les vacances totalement pour l'équipe du bar des supporters. Bonsoir Steph Martin. Salut les amis. Bonsoir Jacques Baye. Salut les gars. Steph, comment tu as vécu toi cette der des der au Vélodrome samedi soir? De manière exceptionnelle, comme tout le monde, parce qu'il y a le résultat qui va avec, il y a la manière. Même si c'est vrai que le début de deuxième mi-temps, pendant 20-25 minutes, on a beaucoup levé le pied et on a laissé revenir cette équipe rennaise. Mais après, dès que tu as accéléré, tu as repris le dessus. Mais après, niveau atmosphère, niveau ambiance, c'était tout simplement exceptionnel. Encore une fois, le 12e homme olympien qui a répondu présent. Bon, malheureusement, avec l'absence des winners, mais il y avait du décibel dans le stade. Et après, voilà, la petite séquence émotion avec l'entrée de Mandanda et cet accueil exceptionnel du stade Vélodrome. 4-2, Jaco, victoire nette et sans bavure pour terminer la fiesta. Pour autant, comme disait Steph, est-ce que toutes les prestations des Olympiens ont été à la hauteur de cette der des der ou est-ce qu'il y a eu quelques prestations un peu moyennes? Il y a eu des prestations moyennes, mais elles sont légitimes. Sur certains joueurs, un peu de relâchement parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Après, il y a aussi la confirmation des joueurs qui sont en difficulté. On a vu l'entrée de Paul Lirola, c'est très compliqué, ça va être très difficile. Bennacer doit nous montrer autre chose, parce que Bennacer, attention les gars, Bennacer n'a pas le niveau de Lirola, il a un niveau très au-dessus, mais il a normalement un salaire très au-dessus, et les ambitions que nous avons sur ce joueur-là, elles sont très au-dessus des prestations qu'il est en train de nous montrer. Mais autrement, on a été, comment dirais-je, maître de ce match-là. On n'a pas eu d'inquiétude. À un moment donné, on a levé un peu le pied parce qu'il fallait le lever, et l'Olympique de Marseille a fait le travail. Après, quand tu as une armada offensive comme ça, il peut tout arriver dans très peu de temps. Et encore une fois, la défense à 4, elle permet aux trois attaquants de pouvoir avoir plus de liberté. De la stabilité, c'est ce que toi tu demandes depuis plusieurs saisons, comme beaucoup de supporters. Est-ce que cette stabilité, elle passe justement par le fait que des garçons comme Roberto De Zerbi, Rabiot, Hojbjerg, Gouiri continuent à nous accompagner la saison prochaine. Est-ce que c'est l'ossature de la construction de l'équipe pour la saison prochaine? Mais bien sûr, tu dois garder tes meilleurs joueurs. Et quand tu dis de monter en puissance, c'est-à-dire que tu dois te renforcer par rapport aux joueurs qui entourent ces joueurs-là. Voilà, tes cadres, tu les as. Hein. C'est Rouli, c'est Balerdi, c'est Rabiot, c'est Hojbjerg, c'est Greenwood et c'est Gouiri. Voilà, donc ça veut dire que tous les joueurs qui sont autour, si tu dois faire des recrutements, tu dois te renforcer par une réelle plus-value. Et ça va être là le travail de la direction, parce que l'ossature, elle est déjà très très belle, ça c'est une vérité, mais il y a la Ligue des Champions qui va se rajouter, donc beaucoup plus de matchs à faire, 8 à minima, donc il va falloir vraiment étoffer ce groupe-là, mais avec un groupe de qualité supérieure. Alors Pablo Longoria a fait un point justement sur plein de choses, il a parlé comme un livre pendant plus d'1h40, sur plein de thématiques, notamment sur le mercato, sur certains dossiers de contrats. Certains contrats comme Pierre-Emile Hojbjerg, comme Jonathan Rowe, comme Neil Maupay, ce sont des officialisations, puisque c'était conditionné à une qualification en Ligue des Champions. Neil Maupay, Hojbjerg et Jonathan Rowe qui sont officiellement marseillais pour la saison prochaine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Oui, c'est une bonne nouvelle. Hormis Neil Maupay qui, à mon avis, fait partie du groupe pour certaines choses. Malheureusement, même si j'adore l'homme, parce pourquoi? Que pour l'animation dans le vestiaire? Non, mais je pense que c'est quand même, il a rendu quelques services. Oui, mais footballistiquement. Avant qu'Amine Gouiri arrive. Oui, mais il a rendu des services, les gars. Il faut pas être méchant. Je n'ai pas l'habitude d'être méchant. Techniquement, c'est difficile. Neil Maupay, si tu as pour jouer à la place de Gouiri, ça va être dur. C'est quand est-ce qu'il va pouvoir jouer à la place de Gouiri? Donc ce sera un 12 ou un 13, voire un 14. Et je pense que tu vas prendre un deuxième joueur pouvant piquer les fesses de Gouiri. Et il sera numéro 3, n'oublions pas qu'il y a Montbagna aussi qui est là. Donc il faut être juste honnête. C'est pas parce que c'est un gentil garçon que, oui, il a rendu des services parce que Liwaï n'a pas rendu les services qu'il fallait qu'il rende. S'il a pu jouer, c'est parce que Eli Wahi n'a pas été conforme à nos attentes. Autrement, il n'aurait jamais joué. Mais bon, c'est pas un garçon que j'aurais conservé, je suis désolé. Alors, passe décisive de Jaco, comme d'habitude. Amine Gouiri, Neil Maupay, Jonathan Rowe.
Faris Moumbagna, est-ce que c'est suffisant pour Non. toi la saison prochaine pour être sur tous les tableaux? Non, il te faut un joueur d'un talent supplémentaire pour épauler, voire suppléer Gouiri, parce que voilà, une saison c'est long. J'espère qu'il aura pas de pépin physique, c'est le plus important, mais on sait qu'une saison c'est long et qu'il va falloir faire tourner cet effectif-là, et pour avoir des ambitions qui, je pense, seront les mêmes l'année prochaine, c'est-à-dire être dans les 3, il te faut, quand il n'y a pas Gouiri, un joueur d'un tout autre calibre pour continuer à planter et à porter cette équipe. Vous avez des noms en tête tous les deux ou pas? Moi, j'aimerais bien Sorloth. Tu vois, par exemple, ce genre de joueur-là, longiligne, physique, technique et très adroit devant la cage, ça te permet de jouer différemment aussi, d'avoir quelqu'un en appui devant, qui est très très bon de la tête. Et parce que quand on l'a vu encore, c'est les carences de cette année sur les coups de pied arrêtés, quand c'était pas Rabiot, des gars arrivent à prendre le ballon de la tête. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui a un peu du poids et avec un certain bagage et une expérience du très haut niveau. Après, oui, c'est pas donné. Est-ce qu'on va être sur ce genre de joueur-là? Je sais qu'à l'heure où on parle, il y a des priorités tout autres pour renforcer cet effectif, notamment derrière, et pas avec un seul joueur. Mais il va falloir commencer les choses à l'endroit. Les choses à l'endroit, c'est qu'on va commencer par l'officialisation de Roberto De Zerbi. Si Roberto De Zerbi ça conditionne tout, effectivement. Conditionne tout. C'est-à-dire que lui, il y a beaucoup d'éléments. Quand on a écouté ce que nous a dit Pablo Longoria, même au niveau des bureaux, les gens ils ont l'impression que ouais, mais ça va, c'est pas les bureaux qui changent tout. Oui, mais on est en train de changer de façon de travailler. Quand il dit j'ai même pas envie de recevoir les joueurs ou les agents à la commanderie parce que il n'y a pas le charisme nécessaire, il n'y a pas les infrastructures nécessaires. Ensuite, le coach, il a eu beaucoup de soucis quand même. Au niveau, à un moment donné, on se rappelle cet intermède où il a été bousculé, où il voulait partir, où il n'est pas partir. Il y a eu beaucoup de... Être bousculé, Jaco, c'est le lot de tous les entraîneurs depuis la nuit des temps à l'OM, comme dans tous les clubs. Mais bien sûr, mais exactement. Mais lui, il a besoin aussi qu'on puisse lui donner des explications sur ce qui s'est passé, ce qu'il aurait dû se passer. Il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été dites. Lui, il n'a pas la prétention de dire j'ai tout bien fait. Non. Mais par contre, il y a eu un moment donné où peut-être qu'il n'a pas eu le soutien qu'il aurait dû avoir. Donc voilà, tout ça, ça se règle, Marco. Et encore une fois, si Roberto De Zerbi est là, ça sera une équipe. S'il n'est pas là, ça sera forcément une équipe différente. Parce qu'il a un schéma de jeu atypique, le coach. Donc, on va attendre patiemment. On va revenir sur cette histoire d'attaquant, parce que tu n'as pas complètement répondu à la question. Par rapport à ce que Jaco dit sur le réaménagement, la nouvelle façon de travailler, le fait qu'il y ait un peu plus d'étanchéité dans les infos, ça te semble logique? Ça te semble dérisoire ou c'est au contraire très important? Non, c'est logique, c'est cohérent. Le sportif gère le sportif, l'administratif gère l'administratif, et le fait de séparer ces deux entités-là, je pense que tu vas te renforcer des deux côtés. C'est-à-dire que voilà, il y aura plus de passerelles, il y aura des filtres, le sportif se consacrera que sur le sportif, et l'administratif sera, si je dis pas de bêtises, détaché pas non loin du vélodrome. Donc non. Maintenant, c'est vrai que je rejoins. Après, ils ont parlé aussi qu'apparemment, d'après ce que j'ai vu, ils cherchent un autre centre d'entraînement. Donc une superficie avec une surface beaucoup plus grande pour avoir un truc digne de l'Olympique de Marseille, parce que la commanderie, c'est assez vétuste. Certes, les terrains ont été refaits, mais ils ne sont pas aux normes Ligue 1 pour pouvoir retransmettre ce que tu veux faire le week-end. On avait l'impression que c'était la piste aux étoiles quand c'est sorti de terre. Là, maintenant, c'est plus... quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, quand tu regardes les centres d'entraînement en Angleterre, ou ne serait-ce que ce qu'a fait Paris là, tu te dis, la commanderie, c'est vraiment petit. Et si tu veux monter vraiment de niveau, ça passe aussi par là. Par avoir un gros centre d'entraînement, avec une structure médicale, avec tout ce qui est à l'intérieur, que tu n'as plus besoin de te disperser à droite à gauche. Et ça, c'est important. Et si c'est la voie qu'ils ont choisi de prendre, c'est une très bonne voie, je trouve. On parlait des dossiers qui étaient ficelés administrativement, Jonathan Rowe, Pierre-Emile Heubière et Neil Maupay. Il y a quelques cas de figure qui sont aussi des obligations d'achat, mais sur lesquels on va discuter. Les cas, c'est Dedic, c'est Benasser. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces deux cas? Déjà, il y en aura un que l'on ne gardera pas, c'est Dedic, c'est sûr et certain. Ça ne correspond pas aux besoins de l'Olympique de Marseille. Benasser, encore une fois, il va falloir discuter et savoir s'il peut nous apporter plus que ce qu'il nous a apporté maintenant, Marco.
Parce que là, encore une fois, ce que je te dis, c'est que ce garçon-là, tu attendais autre chose. Oui. Et pour le voir faire ce qu'il a fait, c'est insuffisant. C'est tout. Donc, ils vont forcément discuter, parce que quand tu fais venir Benasser, tu as le salaire qui va avec, tu as aussi la méthode de travail et la possibilité qui t'apporte autre chose. Là, je l'ai vu jouer beaucoup dans l'horizontalité, très peu souvent dans la verticalité, pas de prise de risque. J'ai envie de lui dire, mon chéri, si c'est pour ça, je pourrais faire prendre un joueur un peu moins cher qui me fasse le même boulot que tu fais. Donc tout ça, ce sont des discussions. Est-ce que ton état physique et mental va te permettre de pouvoir créer autre chose? C'est aussi ça des discussions. Si son corps n'a plus les capacités d'aller au très haut niveau, si pour lui, il a fait le maximum, c'est pour ça que quand on parle de discussion, il va y en avoir des discussions, les gars, et elles sont légitimes. Pablo Longoria rappelait que dans la politique de recrutement, il n'allait pas faire le kamikaze, il n'allait pas faire n'importe quoi, il n'allait pas consentir des gros salaires à tour de bras, ni faire des acquisitions autour de 40 millions d'euros. Ça vous semble logique, même si on a envie d'être ambitieux en Ligue des Champions? Ça, après, je suis pas dans les comptes de l'OM pour dire combien on peut mettre sur un Tu t'en joueur. fous des comptes. Non, mais non, Toi, tu veux des résultats. Et il a raison. Mais comment il a raison? que je veuille des résultats. Et tu peux m'acheter des joueurs à 60 millions d'euros si c'est des peintres, frérot. Donc le but, c'est d'arriver, comme tu le disais, à avoir une certaine stabilité, déjà en gardant tes éléments forts. Je rejoins Jaco, déjà le coach, verrouillé, Rabiot, Gouiri, Greenwood, Balerji, Bière, Rouli. Voilà, déjà ça. Et après, derrière, arriver à faire des joueurs, et je fais entièrement confiance à Benatia et à Pablo Longoria pour aller nous dénicher quelques pépites. On a vu qu'on sonde beaucoup de joueurs en fin de contrat et pas des petits joueurs. Donc déjà, si tu n'as pas de transfert, tu peux te permettre de donner un petit peu plus en salaire pour compenser. Et il y a un réel projet qui est mis sur la table. Maintenant, faire des folies, je ne peux pas te le dire, ils vont nous faire une surprise. Voilà, peut-être, qui sait. Et c'est tout le mal qu'on nous souhaite, parce que cette équipe-là, avec ce qu'elle a montré cette année, on a besoin de la voir avec des renforts et voir jusqu'où elle peut aller. Mais les gars, les arrivées, elles vont être conditionnées par les départs. C'est aussi ça. Quand tu vends bien, oui, tu achètes bien. Et ça, encore une fois, quand tu as Mehdi Benassia, ça a commencé très tôt, quand il a été capable de vendre, comme il s'appelait, le latéral gauche en Arabie Saoudite, Lodi, 20 millions d'euros. Vitinha, après. Et Vitinha, il en a fait des ventes, et des belles ventes. Oui, c'était des choses qu'on n'avait pas vécu depuis des années. Vitinha, 30 millions, inespérés. Ah oui, les gars, il y a des retours sur investissement. Et donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que le gars, même s'il achète un joueur qu'il se trompe, il arrive à ne pas perdre d'argent ou très peu. C'est énorme. Et après, des fois, il arrive à en gagner. Donc, si tu arrives à en gagner, tu peux arriver à... C'est comme dans un magasin. Si tu as des boîtes de conserve, les gars, que tu les achètes à un bon prix, mais tu les vends plus facilement. C'est ça que je veux te dire. Les bons rapports de Jaco. On va faire une collection de t-shirts avec toutes les punchlines de Jaco. Si tu achètes des boîtes de tomates, si tu les achètes à 1 euro et que tu les vends à 2 euros, tu les vendras plus facilement que si tu les vends 5 euros. Tu le comprends, ça? Ça, c'est donc, clair. Bien acheter, c'est pour moi bien vendre. Mais justement, je me fais insistant parce que dans effectivement la conf de presse de Pablo Longoria, il a expliqué que l'harmonie du vestiaire, c'était quelque chose d'important, que par le passé, il avait pu faire des erreurs, notamment à Valence, et que, voilà, s'il pouvait éviter ce genre de déstabilisation de la grille tarifaire, c'était bien. Qui tu déstabilises? Si tu fais venir un joueur, j'extrapole, attention, tu fais venir Kevin De Bruyne. Un Kevin De Bruyne ou un Griezmann. Tu crois non, mais Rabiot va être réévalué. Tu peux le déstabiliser. Mais Balerdi, tu peux le déstabiliser. Mais ils sont en dessous de ces joueurs premiers de cité. Rabiot va être réévalué là automatiquement avec la qualification. Et Balerdi, il est capitaine olympique de Marseille. Non mais je pense qu'il va arriver, il gagne 300 000 euros. Non mais Jaco, je pense que Rabiot il est déjà dans des hauteurs de salaire légitimes. Oui, mais si De Bruyne il arrive et qu'il y a la démesure, les gars, tu déstabilises le vestiaire.
vestiaire. C'est normal. Vous comprenez une chose, c'est que les mecs... Ça dépend le joueur, Jaco. Non, pas ça dépend le joueur. Les gars, ce n'est pas... Les joueurs, c'est des joueurs de ballon. Si elle a la légitimité que le mec il prenne 400, que toi tu en as que 200... Le mec qui va dire, et pourquoi il a 2 jambes comme moi? Parce qu'il a tout gagné dans sa carrière, le mec. Et toi, tu as fait quoi? Tu vas répondre ça, ton joueur? Mais la réalité, c'est celle-là. C'est ce qu'on va faire, frérot. Eh ben, tu vas le faire jouer tout seul. Tu vas ton ami à 800 000 €. Ah, Jaco. Non, mais les gars, vous n'avez pas été dans les vestiaires. Je l'ai vécu pendant 30 ans. Pendant 30 ans, je les ai entendus, ces histoires. Et au bas, 700 000, il est touché. Oui, mais même si tu les as entendus, il y a des arguments qui ne sont pas légitimes chez certains joueurs. Mais il a raison, Longoria, où il est obligé de tenir les salaires. Tu peux pas donner à un joueur 800 ou 900 000 et lui donner 300 000 à l'autre, les gars. Il y a 600 000 de différence. Jaco, je dis pas le contraire. Je te dis en fonction. C'est pour ça que je dis attention, les gars, j'extrapole. En fonction du pédigré du joueur. Si le joueur, il a gagné 2 Ligues ou 3 Ligues des Champions, qu'il a 15 titres nationaux dans un des plus grands clubs européens, me dis pas que quand il arrive, il a le standing de Balerdi quand même. Même si Balerdi est très très fort et il est encore très jeune, le mec, il faut qu'il soit performant à tous les matchs. Attention. Mais oui, mais après, quand tu prends ces genres de grands joueurs-là, c'est pour ça. Oui. Pablo Longoria qui est revenu aussi sur sa séquence, son fameux coup de sang à Auxerre, en regrettant vraiment cette séquence-là. Est-ce que vous avez trouvé ces confidences plutôt sincères ou est-ce que hier après-midi il était quand même dans un exercice de communication? Non mais Pablo Longoria, il le sait qu'il s'est trompé. À Auxerre, ce qu'il a fait, on l'a tous vu. Nous, on y était avec Karim. Il a pas été très il a dépassé les bornes. Ouais, franchement. C'était pas un bon soir pour Pablo Longoria. Alors, ce n'est pas facile d'être président de l'Olympique de Marseille parce que ça engendre beaucoup de choses, de la contrariété, de la frustration, des problèmes. C'est très très dur. Tout petit peu de pression. Voilà, de la pression. On est visé avec un bazooka. C'est très dur. Mais quand tu prends cette option d'être président de l'OM, il faut que tu puisses avoir les capacités mentales et physiques de résister à ce genre de pression. Ce soir-là, il a fait une sortie de route. Voilà. Donc ça arrive à tout le monde. Ça est arrivé à Pablo Longoria, ça arrivera à tout le monde. Donc à moi, à toi. Donc il est en train de faire son mea culpa en disant voilà, ça m'a servi de leçon. Je ne pense pas qu'il le reproduise. Alors il y a des arguments qui pour moi sont peut-être recevables. Vous allez me dire si vous partagez aussi cet avis-là. C'est pas tellement un problème d'arbitrage ou de qualité d'arbitrage en Ligue 1, c'est un problème de compatibilité et de coordination avec le protocole de la VAR. Pour lui, son problème. Pour moi, il y a les deux. Il y a et la façon comment tu utilises. C'est l'explication que Pablo Longoria donne, pas à sa sortie de route, mais à ses mécontentements réguliers. Et comment tu utilises la VAR et comment tu vas faire appel à elle ou pas. Et deuxièmement, certains arbitres, c'est pas extrapolé ou exagéré de dire ce que je dis. Tu as certains arbitres que, à chaque fois que tu sais qu'il va t'arbitrer le week-end, tu te dis allez, c'est bon. On sait qu'il va se passer 1 ou 2 couilles dans le match. Et ça rate jamais. Tu vois, quand tu as du Turpin, quand tu as du... Benoît Bastien. Voilà, Bastien, voilà, tous ces genres d'arbitres-là. Et de toute façon, tu les vois, quand ils viennent à arbitrer en Ligue des Champions, c'est pas les mêmes, hein. Ah, c'est pas les mêmes, hein. Ils sont meilleurs? Ils laissent plus se jouer, ils sont plus dans le dialogue, parce qu'ils savent qu'ils sont vus au niveau international, et d'un coup, tu as l'impression que leur ego, il redescend de 2 étages. Mais quand ils sont en Ligue 1, tu peux pas parler. Tu n'as pas le droit de parler. Dès que le joueur il arrive pour parler, tu t'en vas sans un regard. Il faut de la pédagogie. Certes, l'arbitre, il doit être respecté et il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais il faut du dialogue. Et un arbitre pédagogue, quand il va t'avertir une fois, tu sais qu'à la deuxième, tu vas ramasser. Mais d'entrer arriver, mettre des cartons comme ça a pu être fait à Lyon pour Balerdi, face Cornelius face à Nice, parce qu'il prend 8 secondes pour tirer un coup franc, on lui met un 2e carton jaune, là, me dis pas que c'est pas un problème d'arbitrage quand même. Non, mais là, ce qui s'est passé, c'est on a été pris pour des dindons, pour être poli, concernant la VAR. Quand il avait été dit qu'il y avait un supporter du Paris Saint-Germain qui était à la vérification de la VAR. Les semaines qui ont suivi... Sur des matchs de l'OM. Sur des matchs de l'OM. Oui. Il s'en est suivi des semaines où la prise de vue dans le camion de la VAR... L'angle a changé et ne nous permettait plus de voir ce monsieur. Sachant qu'il était encore là, cet artiste. C'est chaud, d'accord ? C'est chaud. Donc là, il est en train de dire poliment, vous êtes en train de me prendre pour un con ou quoi ? Je vous pose la question. Donc, il a fait analyser par des ingénieurs de pays, les lignes, pour savoir avec les lignes, si
on était pris pour les imbéciles, la réponse, elle est oui. Donc tu peux, sa colère, elle a été légitime. Par contre, sur la forme, il n'a pas été bon. C'est-à-dire que là, il aurait dû agir différemment. Parce qu'en plus, il était dans son bon droit, ce qu'il était en train de dire. Donc voilà, je pense que encore une fois, c'est des choses dont tu progresses. C'est un jeune président, et avec ça, plus ça lui permettra de grandir. Parmi les jolis succès de cette année, il y a aussi l'accession en élite de l'équipe féminine. C'est vrai que quand tu vois des clubs comme le Paris Saint-Germain ou Lyon, et que toi, tu es l'Olympique de Marseille, tu te dis, c'est pas possible de pas jouer en élite. Ça sera chose faite la saison prochaine. Bravo aux filles. Bravo aux filles, bien sûr. Félicitations à elles. Elles ont fait un tour d'honneur au stade qui était tout simplement exceptionnel. Ouais, et je pense qu'au niveau top, émotionnel, elles ont dû se régaler. C'est sûr. Mais oui, maintenant, être monté en première division, c'est bien beau. Maintenant, il faut y rester et essayer de caler un projet pour essayer d'être dans les 4-5 meilleures équipes françaises. C'est ça. Après, c'est toujours pareil. Quand tu arrives à obtenir quelque chose, le but après, c'est de perdurer et d'essayer de faire en sorte de t'améliorer. Donc maintenant, c'est au staff de l'équipe féminine et au club aussi, parce qu'ils appartiennent au club, de mettre le nécessaire pour faire en sorte qu'elles arrivent à monter une belle équipe. Ouais, mais le football féminin est en danger. Parce que je vois qu'à Montpellier, c'est pas sûr qu'ils puissent continuer. Alors que Montpellier faisait partie des clubs féminins élites de notre championnat. C'est un championnat qui coûte très cher et qui rapporte très peu. Donc, pour pouvoir investir, alors que McCourt nous a dit, je vais investir. Alors, évidemment, quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain féminine ou Lyon, ça te rapporte. Parce que d'abord, les joueuses, elles sont super fortes et elles sont performantes. Il y a des sponsors, tout le monde les suit, il y a des supporters. À partir du moment où c'est des petites équipes, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour pouvoir investir dans le football féminin, c'est difficile. Là, Macor a décidé, mais aussi elles vont être en Ligue 1. Donc, ça va permettre d'avoir des matchs différents. Avec la possibilité, il faut aussi des stades différents. Parce que les féminines, si tu fais jouer au M Campus et que tu as 300 places, les gars, donc après, il faut peut-être louer certains stades, ça coûte cher. Donc, c'est aussi complexe. Et justement, un des sujets certainement que vous aborderez encore un peu plus avec Karim pour les prochains numéros, il y a effectivement cette thématique qui a été abordée par Pablo Longoria, le fiasco de la commercialisation du foot français qui met à mal beaucoup de clubs. C'est encore plus, ça a été encore plus important cette année de se qualifier pour la Ligue des Champions parce que même l'Olympique de Marseille, même si on est mieux loti que certains clubs, tu prends quand même des secousses. Donc tout compte et même le football féminin est touché par cette commercialisation globale de la Ligue 1 qui a été vraiment un fiasco cette année. Vous en parlerez largement avec Karim dans les prochains jours. C'est tout pour aujourd'hui. Déjà ? C'est tout pour aujourd'hui. On va continuer à discuter de tout ça. On va continuer à nous occuper des préparatifs du mercato, de ces premières réflexions. On est avec vous jusqu'à la fin du mois de mai. Jusqu'au 30 mai, on sera avec vous, fidèle au poste, tous les soirs à 18h. Merci les frérots, merci Mostef. Toujours un plaisir les amis. Merci Jaco. Merci les gars. À demain, mercredi.